Bonjour Michel Malherbe. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université de Nantes. Merci d'ailleurs d'avoir fait le trajet jusqu'à Genève. C'est un plaisir. Votre épouse est elle aussi atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est placée dans un établissement spécialisé, mais elle a aussi vécu de longues années avec vous avant que vous preniez cette décision. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous retrouvez dans le quotidien de cette famille que l'on vient de voir les premiers temps de la maladie d'Annie, votre épouse ? Permettez-moi d'abord de dire que j'admire le courage de cette dame. Elle est lucide, elle sait sa maladie, mais elle est capable de dire la vie est quand même belle. Et ça, c'est une chose admirable. Et ce que je retiens de ce petit film, c'est le fait que la vie familiale continue. Et que tous, le mari, les enfants, font effort pour que la vie familiale continue. Or, la vie familiale, la vie commune, la vie ordinaire, la vie de tous les jours, est fondée sur deux choses. Sur la familiarité et puis sur la confiance que l'on a dans l'autre. Alors, à ce stade précoce de la maladie, on perd en familiarité avec l'autre. Il y a ses oublis, la répétition, et puis il y a une dégradation progressive des comportements. Mais on compense. On compense toujours pour conserver cela, et c'est bien. La famille compense. La famille compense. Et c'est bien, il faut que la famille soit assez forte pour le faire. Jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Jusqu'au moment où ce n'est plus possible parce que les troubles deviennent trop lourds ou trop graves. Ce moment-là advient, je vais le raconter, une anecdote concernant mon épouse. Mon épouse fait la vinaigrette. Elle met du sel, du poivre, un peu de moutarde, chez les Malherbe on met de la moutarde, du vinaigre et du pec citron. Et là, vous vous dites ? Et là, je me dis, mais parce qu'on peut être distrait. Jamais on fera cette erreur-là, ou cette faute-là. Elle ne s'en est pas rendue compte ? Non seulement elle ne s'en est pas rendue compte, mais quand je lui ai fait remarquer, elle m'a dit, mais tu ne m'apprendras pas à faire la vinaigrette. Et là, vous vous êtes dit, il faut que je Et là, ça signifie qu'on ne peut plus avoir confiance en l'autre. Non seulement on perd la familiarité dans laquelle on vivait avec l'autre, mais on perd la confiance que l'on pouvait avoir en lui. Et dès lors, les problèmes de sécurité deviennent importants et la relation que l'on entretient avec son proche se modifie. On n'est plus sur le même pied. Cette relation, vous en parlez justement dans ce livre, enfin vous parlez de beaucoup de choses, mais notamment de cela. Vous l'avez publié l'automne dernier aux éditions Vrin, ça s'appelle Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Vous demandez justement tout au long de ce livre comment préserver une relation qui inexorablement va se dégrader. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer cette relation ? Elle change avec le progrès de la maladie. La maladie dure très longtemps, on le sait. Elle progresse inexorablement, mais quasi insensiblement. Et il arrive des moments où on se dit, mais on a franchi un seuil. L'épisode de la vinaigrette, c'est la marque qu'un seuil avait été franchi. À partir de ce moment-là, avant, je pouvais me considérer comme cette dame encore dans sa famille, sur un pied d'égalité avec mon épouse, mais ensuite, c'est moi qui prends le gouvernement de sa vie. Jusqu'à décider de la placer dans un établissement spécialisé. Alors, ce troisième moment intervient, soit que soi-même on ne tienne plus, ce qui a été mon cas puisque j'étais l'objet d'un événement cardiaque, soit que les problèmes deviennent tels, de sécurité deviennent tels, on assiste à ce point que, en quelque sorte, la personne se défait. Les capacités sont diminuées ou sont altérées, mais tous, nous sommes capables à la fois de réagir, de penser, de vouloir, d'éprouver des passions, et cela en même temps. Or, le patient Alzheimer n'est plus capable de cela. Et d'une certaine façon, sa personne se désintègre. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît complètement, mais elle se désintègre.
Je vous propose de regarder un autre témoignage, c'est celui de Charles Clair, lui aussi à son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est à un stade plus avancé que la famille que l'on vient de voir et il a dû aussi la placer dans un établissement médico-social. Chanter la ballade des gens heureux. Autrefois, on disait, il retombe en enfance. À la campagne, c'était ça. On gardait les vieux à la maison, mais on les attachait. Puis, certains voisins ou les citadins les avaient vus, ces mauvaises personnes à la campagne, ils attachent les vieux. On ne peut pas faire autrement. Assieds-toi. Je peux rester aujourd'hui ici. Je peux rester ou bien je dois partir. Il est allé où, Charlie? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Il est là. C'est pas moi? T'es contente quand je viens te trouver? Oui. Ouais. Puis quand je m'en vais? Oh. T'es pas contente quand je m'en vais? Non. Moi, j'ai 91 maintenant. Je m'en sors encore pas trop mal, mais si je savais que je suis mort et puis que ma femme est seule, hein, ça m'inquiéterait. Qu'est-ce que je ressens? De la tristesse? Qu'est-ce que vous... Mais vous vous sentez, pour vous, c'est la meilleure solution qu'il puisse y avoir On ne peut pas aujourd'hui? faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Comment pourrait-on faire? À la maison, c'est impossible. Il n'existe plus, je dirais. Il existe physiquement, mais mentalement, il n'existe plus. Voilà ce monsieur qui dit ils existent physiquement encore les malades d'Alzheimer, mais mentalement ils n'existent plus. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que à suivre son proche dans cette maladie, on découvre que l'être humain est composé de deux choses qui sont finalement assez distinctes, à savoir l'individualité, attachée à la vie corporelle. Nous sommes des êtres vivants, à ce titre nous sommes des individus, et d'autre part, la personne que nous sommes en tant que nous pensons que nous avons des volontés, que nous avons des passions. Et ce sont deux choses qui sont effectivement distinctes, qui sont évidemment liées l'une à l'autre, puisque notre façon de vivre, c'est de vivre en pensant, en ayant des passions, en ayant des volontés, en faisant des choses. Les patients Alzheimer ne pensent plus, pour vous? Il n'y a plus d'activité Ça, je suis dans l'impossibilité de le dire. Et je pense qu'il y a encore une activité de pensée, mais une activité de conscience, mais une activité de conscience qui est éclatée. Puisque le malade, à ce stade-là, passe par des périodes de présence et puis des périodes d'absence, et les périodes d'absence deviennent de plus en plus longues au fur et à mesure que la maladie se développe. Vous avez une phrase assez terrible dans votre livre, je la cite de mémoire, mais vous dites les malades d'Alzheimer n'espèrent ni ne désespèrent, ils ne peuvent plus que durer. Oui, parce que en tant qu'être vivant, nous faisons effort pour durer. Le propre de la vie, c'est de vouloir continuer à vivre. Et le corps continue. Et le corps continue. Et ça, évidemment, si le corps ne faisait pas ce travail-là, si je puis m'exprimer ainsi, ce serait la mort. Et c'est la première chose qui devient apparente, c'est cet effort de l'être pour vivre.
pratiquement, on a l'impression, au détriment de l'activité, de la conscience, au détriment du développement de la personne. On demande souvent aux proches de malades d'Alzheimer, est-ce qu'il vous reconnaît encore? Et vous, dans votre livre, vous posez la question inverse, est-ce que je la reconnais encore? Oui, et je crois que la bonne question, c'est est-ce que moi, je la reconnais encore, telle qu'elle est à présent? Est-ce que vous faites le lien entre qui elle est aujourd'hui et qui vous avez connue, c'est ça? Celle que vous avez connue. Je veux dire de la façon suivante. Nous avions 20 ans, elle et moi. Je la vois pour la première fois et je dis, c'est elle. Coup de foudre. Un ami me dit, mais tu l'as jamais vue. Comment est-ce que tu peux dire, c'est elle, tu la connais pas? Bon, c'est elle. Il me dit, ah, ma sœur et sa copine, tu sais, elle a un caractère... bon. Répondu, c'est elle. C'est elle. Vous l'avez reconnue tout de suite. Je l'ai reconnue tout de suite sans la connaître. 50 et quelques années plus tard, est-ce que je peux encore dire c'est elle? Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui fait d'elle encore une personne aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez la considérer encore comme une personne à part entière? Alors, je crois qu'il faut dire deux mots concernant ce que c'est qu'être un être humain. L'humanité, c'est pas une propriété que l'on possède. Bien sûr, nous appartenons au genre humain et en tant qu'êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Mais ce n'est pas une propriété que l'on possède. Même si on la traduit en droits de l'homme, et il faut certainement définir les droits de l'homme, même si on la traduit en devoir, et il faut certainement mettre en avant le devoir de respecter l'autre comme une personne, comme dans son humanité. Mais l'humanité, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne. Donc c'est à vous de lui donner cette humanité, en quelque sorte. Je vais donner une illustration très simple. Mon épouse est, disons, au stade final de la maladie. Cela se caractérise par des problèmes de déglutition qui sont majeurs. Il faut impérativement nourrir la personne, lui faire ouvrir la bouche. Donc on approche la cuillère de la bouche pour lui faire ouvrir la bouche. On essaye de capter son regard. On insiste. Il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu te comportes comme un être humain. Sinon, moi-même, je ne suis pas un être humain. Il faut que tu te comportes comme un être humain. Et l'humanité, c'est cette réciprocité qui peut s'établir. Alors, nous sommes dans cette situation que cela demande un combat. Cela demande un combat. C'est-à-dire qu'il faut réussir à lui faire... Il faut que je réussisse à lui faire ouvrir la bouche. C'est un combat que de lui restituer, en quelque sorte, son humanité. Pour que, en réciprocité, moi-même, je puisse me considérer comme un être humain. Je vous remercie beaucoup, Michel Malherbe, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. C'est paru en 2015 aux éditions Vrin. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, rendez-vous directement sur notre page Facebook.